Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Traverser la crise. Cette émission que vous êtes très nombreux à regarder, dans laquelle je vous invite à rencontrer un mandataire, aujourd'hui une mandataire immobilier, qui a particulièrement bien traversé la crise dont nous espérons sortir dans les semaines et les mois à venir, mais qui a été l'apanage des agents immobiliers, des mandataires immobiliers depuis 1 an, 18 mois et même 2 ans si on prend le périmètre le plus large. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de comprendre comment, malgré un marché plus difficile, malgré des clients plus exigeants, malgré des conditions de financement plus compliquées, nous arrivons à trouver des mandataires immobiliers qui continuent à progresser, qui continuent à prospérer, à performer dans un marché difficile. Si vous suivez cette vidéo, vous en apprendrez donc plus sur les méthodes, les techniques, les façons de prospérer dans un marché plus compliqué. Pour en parler, je suis ravi de recevoir Élise. Bonjour Élise. Bonjour Vincent. Tu vas avoir l'occasion de te présenter en long, en large et en travers. Tu travailles pour le réseau Propriété Privée. Tout à fait. Tu es basé en Normandie, tout en haut de la Normandie. Voilà, au Havre. Sur le Havre, tout à fait. Tu nous en parleras un peu et écoute, c'est en échangeant avec le siège et donc les dirigeants de Propriété Privée, en leur expliquant ce format qu'on était en train de tourner, qui m'ont dit il y a une mandataire à interviewer dans le réseau, c'est Élise, et donc ravi de t'accueillir. Merci d'être venue du Havre. T'es pas venu par la Seine, c'est pas encore possible. Non, merci de m'accueillir à la Maison des Mandataires, Vincent. Je suis ravi. Moi aussi. Peut-être d'abord un peu de présentation. Je comprends que pour toi, le métier de mandataire immobilier, c'est un peu nouveau. En tout cas, ça fait pas très longtemps que tu as rejoint ce réseau. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu faisais avant et pourquoi tu as fait le choix, je crois, il y a 2 ans, de devenir mandataire immobilier chez Propriété Privée? Alors là, je viens de fêter ma 2e année chez Propriété Privée, donc c'est mon 2e anniversaire, donc c'est effectivement très récent. Et auparavant, je faisais du conseil en ressources humaines et plus particulièrement en recrutement. Et puis, je me suis reformée en formation continue. J'ai fait ces dernières années un master en management. Tu conseillais des entreprises pour recruter ou des candidats qui voulaient être recrutés? Eh bien, les deux. Ma cible de clients, c'était des entreprises, des TPE, des PME, et voire des plus grosses entreprises, et qui recherchaient des candidats qui avaient du mal à se fournir. Et moi, je faisais le lien entre les candidats et les entreprises pour une chambre consulaire. D'accord. Donc, au fond, c'est pas très éloigné de ce que tu fais aujourd'hui entre les acheteurs et les vendeurs. Exactement. En fait, la compréhension du besoin, la découverte du candidat et faire matcher un candidat à un poste, c'est vrai qu'il y a des similitudes et ce qu'on appelle communément les compétences un peu transférables, en fait, dans tout ce qui est découverte client, notamment accompagnement du besoin. Et on retrouve, j'imagine, plein de compétences communes, comme tu le dis, et puis de techniques ou de méthodes, on en parlera sûrement après. Pourquoi avoir fait ce choix, deux questions d'abord, pourquoi avoir fait le choix d'aller dans l'immobilier? Première question. Et ensuite, pourquoi dans le réseau Propriété Privée, il y a plein de réseaux, comment tu peux nous expliquer ce choix-là? Moi, je connais tous les atouts et toutes les qualités de ce réseau, mais pour les gens qui connaissent moins. Alors, c'est vrai que moi, j'étais toujours très intéressée par l'immobilier. J'ai moi-même fait des acquisitions, on va dire, assez jeunes. Donc, c'est un domaine qui m'attirait assez spontanément. Et puis ensuite, alors pourquoi être arrivée chez Propriété Privée? Eh bien, tout simplement parce que j'avais une amie qui travaillait dans le réseau. Et puis, j'appréciais particulièrement sa façon de travailler, sa posture. Je la trouvais juste, je la trouvais très professionnelle. Et du coup, alors ça s'est fait très vite, mon arrivée chez Propriété Privée. Un jour, elle a eu l'occasion de parler de moi au siège. Ils m'ont appelée dans la journée, dans la foulée. Le lendemain, j'ai fait un entretien collectif. Et puis, le surlendemain, en gros, j'aimerais. Donc, ça s'est fait très rapidement. Et c'était parti? Oui, c'était parti, c'était lancé. Ok, donc tu as un peu le temps de faire une comparaison avec d'autres. Tu as trouvé chaussures à ton pied et c'était parti. Oui, voilà, j'ai pas eu le temps de faire cette comparaison et j'ai pas eu le souhait non plus. Parce que j'ai trouvé le réseau très professionnel. Et puis, c'est vrai que j'aimais beaucoup la façon dont elle travaillait, elle également. Bon, c'est le cas, il est professionnel. Alors, en général, dans Traverser la crise, on demande aux gens comment ils travaillaient avant la crise et comment ils ont adapté leurs techniques de travail et leurs méthodes pendant la crise. Et toi, ce que je comprends, c'est que tu es arrivé pendant la crise, puisque tu es arrivé quand exactement dans le réseau? Eh bien, je suis arrivée en janvier 2022. Donc, effectivement, on peut considérer que c'est le moment. Alors, je pense que le marché avait commencé à freiner quelques semaines avant. Tout à fait. Mais tu es arrivé au début, et donc toi, tu n'as connu que la crise. Alors moi, je n'ai connu que la crise. Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée en janvier, on était loin. Alors, on était déjà passé, en fait, cette période un peu folle de l'immobilier. Elle était déjà passée. On était plutôt dans une période de reconfinement où on parlait de vaccination, on parlait du Covid. Et puis, très rapidement après, on a parlé de taux d'usure. On a parlé de la guerre en Ukraine, de l'inflation. Donc ça, c'était mon année 2022. Oui, puisque la guerre en Ukraine, c'est février 2022. Voilà, donc c'est arrivé très, très rapidement. Donc, effectivement, ça grise un peu le moral de tout le monde. Et puis, en 2023, on a passé l'année 2023 à parler de la hausse des taux d'intérêt. Donc, et la fonte des capacités d'emprunt. Donc, c'est vrai, quand on regarde le contexte, il n'était pas le plus favorable, mais moi, ça m'allait bien, puisque je dirais que c'est dans ces moments-là que vous apprenez à travailler.
Vraiment, vous mettez en place votre activité, vous structurez vos actions et finalement, ça m'a plutôt servi. Ça, j'en doute pas et ça m'amène plein de questions puisqu'effectivement, un des grands problèmes, mais tu n'as pas à le savoir comme tu n'étais pas dans le marché à ce moment-là, mais c'est que Exactement. beaucoup de gens qui n'avaient connu avant que le cycle extrêmement porteur ont développé des mauvaises habitudes. Par exemple, le fait de pas très bien traiter les acquéreurs, c'était un des défauts qu'on retrouvait chez beaucoup de mandataires. Toi, j'ai envie de dire, tu n'avais pas le luxe de le prendre, ce défaut, mais on va y revenir juste après. Un petit mot sur ton marché, donc tu es au Havre. La Normandie, Oui. on dit souvent que c'est un marché qui est un peu plus résilient parce qu'il avait un peu moins augmenté, donc il a un Exactement. peu moins baissé, c'est vrai? Alors, on a ressenti cette baisse un petit peu plus tardivement. Là, on commence effectivement à ressentir les effets depuis quelques semaines, quelques mois. Mais effectivement, il y a eu un décalage, je pense, avec d'autres régions, tout à fait. Donc c'est une région, au-delà de ses qualités touristiques, qui est très sympathique, qui effectivement est plus résiliente. Alors, rentrons dans le vif du sujet et dans la façon dont tu travailles, parce que c'est ça qui intéresse particulièrement, qui m'intéresse moi d'abord, et puis qui intéresse les gens qui nous regardent. Quand tu dis j'ai appris le métier un peu à la dure, ou en tout cas dans le moment de marché qui était déjà difficile, ça veut dire quoi concrètement et quelles ont été et c'est quoi ce qui m'intéresserait, c'est soit les premières ventes que tu as faites, Oui. d'abord comment tu les as faites, c'est toujours intéressant de comprendre comment on rentre dans un marché en période de crise, comment tu as trouvé tes premiers clients. Et c'était quoi tes étonnements ou les remarques que tu t'es faites en disant ah ouais, le marché est dur, donc cette façon de travailler ça va devenir la norme dans les mois et les années à venir. Donc d'abord, comment tu trouves tes premiers clients et concrètement c'est quoi tes étonnements par rapport aux premières ventes? Alors, le paradoxe, c'est qu'effectivement, le marché était compliqué, mais malgré tout, moi, ça a démarré très vite pour moi. En fait, aussitôt, on a lancé mon site internet, puisque chez Propriété Privée, chaque conseiller a un site. Mais j'ai commencé à avoir mes premières demandes entrantes de clients. Et je me souviens très bien de mon premier appel. Donc, tout de suite, en fait, j'ai repris mes habitudes de découverte client comme dans mon ancien métier. Quelqu'un que tu ne connaissais pas? Je ne le connaissais pas. Il m'a contacté parce qu'il a vu mon site. Il est tombé par le biais du référencement web sur ma fiche. Et il m'a contacté et il avait déjà contacté d'autres agences. Et là, c'était mon premier appel, première demande. Et j'ai pris note en fait de toute sa recherche. Et puis, j'ai fait le lien assez rapidement parce que je suivais certains biens sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, j'ai pensé à un bien qui était commercialisé par un particulier et qui pouvait cocher certains critères qu'il me donnait. C'était un acheteur, c'était un appel à un acheteur. Lui, c'est un acquéreur. Voilà. La demande entrante, c'est un acquéreur. C'est pas un vendeur qui m'a contacté spontanément en me disant « je vais vous donner des mandats ». C'était un acquéreur. Et c'est vrai que je pistais ce bien-là sur les réseaux. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de recontacter. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler et je me suis rendu compte que c'était une succession un peu compliquée, que c'était un ami de la famille. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à obtenir le contact des vendeurs et j'ai fait une visite. Et puis, j'ai fait une visite, une vente. C'est pas mal. Donc, très rapidement, en fait, ça a démarré pour moi. J'ai rentré mon premier mandat, je l'ai vendu. Le deuxième mandat, il est... Tu as été mandaté finalement par le vendeur à la fin ou tu as été mandaté par l'acheteur? Comment ça s'est passé? Alors, du coup, je suis allée voir mon vendeur et j'ai visité le bien. J'ai vu que ça collait aux critères. J'ai signé un mandat de vente. J'ai fait la visite et je l'ai vendu. Parfait. Voilà. Le deuxième mandat, c'est mon réseau qui me l'a porté. Voilà, c'est par le biais de mon réseau personnel. Alors, le mandat, il est rentré, on va dire, assez rapidement, même s'il a fait être convaincant vis-à-vis du client. Et puis après, j'ai fait beaucoup de visites. Ça s'est passé sur la durée sur ce bien-là parce qu'il y avait beaucoup de travaux. Mais dans ces visites, en fait, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'acquéreurs et des acquéreurs qui m'ont dit qu'ils appréciaient ma façon de travailler et derrière, qui m'ont eux-mêmes confié des biens en vente. Et donc, du coup, j'ai eu un effet rebond. Et puis, tout s'est enchaîné de fil en aiguille. Et puis, j'ai pas cessé de travailler depuis 2 ans. On peut, et après on passera sur le sujet méthode, ce que tu as appris sur tes premières ventes, mais on peut parler un peu chiffres, au moins des ordres de grandeur. Tes 2 premières années dans cette période de crise, ça, on parle de peut-être en volume de vente, je sais pas si tu communiques là-dessus ou si tu as un nombre approximatif à nous donner, mais ça a vraiment bien marché pour toi? Alors, ça a marché correctement, mais après, il faut mettre en place effectivement votre activité au début. Ça veut dire qu'au début, il y a un investissement temps qui est énorme. Bien sûr. Ça, c'est donc, c'est une phase il y a une phase de création, une phase de lancement. Moi, ma première année, je m'étais dit, j'avais un pack offert chez Propriété Privée pour me lancer, et je m'étais dit, je veux faire suffisamment de chiffres pour avoir la gratuité de ce pack la deuxième année.
Donc, c'était mon Et il objectif. faut faire combien de chiffres chez Il faut Propriété Privée? avoir au moins 39 000 € hors taxe. Donc, donc, la première année chez Propriété Privée, le pack est gratuit. Oui. Si Alors après, ça dépend des périodes, parce Oui, qu'ils le font, voilà, c'est des offres promotionnelles. Mais c'était une offre qui existait à l'époque où tu es rentré. Et si tu faisais 39 000 € de chiffre d'affaires la première année, ton pack était encore offert la deuxième année. C'est ça. Exactement. Et dans ce pack, vous avez tout votre kit de démarrage, vous avez les formations, vous avez l'accès à tous les services support propriété privée, donc la communication, le commercial, juridique, voilà, toute la globalité. Les outils, les portails. Exactement. Ok. Et donc cet objectif, tu l'as atteint? Oui, je l'ai atteint. Donc c'était pour moi la première marche. Et puis la deuxième année, donc c'était une phase de lancement où c'était de prendre du mandat. Et puis j'espérais rentrer sur le podium propriété privée, puisqu'en fait chez propriété privée, on a un système de podium avec des paliers de chiffre d'affaires. Donc vous avez le premier palier qui est le palier bronze, vous avez après le palier argent, le palier or, le palier platinium et diamant. Voilà, et ça c'est en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, et la convention propriété privée, la convention nationale annuelle a lieu la semaine prochaine. J'y serai. Ah, je suis contente. Je serai là à Disneyland, c'est ça? Exactement. Je pense que l'épisode sera diffusé un petit peu après, mais d'accord, donc on se recroisera avec plaisir. J'y serai. Et donc là, t'espères être sur le podium? Normalement, je suis sur le podium. Normalement, tu es sur le podium. Sur la première marche du podium, ouais. Bon, je serai là pour t'applaudir au premier rang. Voilà. Donc, j'irai vérifier de mes propres yeux, mais c'est toujours des super événements, les conventions de propriété privée. Ce sont des événements qui sont très fédérateurs. J'étais il y a un an dans le centre de Paris. Je ne sais pas si tu y étais. Oui, j'étais. Je les suis depuis le début. Du coup, ça sera ma troisième, puisque dès mon démarrage, j'ai commencé à les suivre. Super. Merci, Élise, pour ça. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, maintenant qu'on te connaît mieux et qu'on comprend mieux ton parcours, mais c'est intéressant. Oui, qu'est-ce que dans les premières ventes que tu as faites, à quel moment tu t'es dit, waouh, le marché, il est dur, ça va impliquer telle chose dans mon organisation? Alors, je n'ai pas réagi en me disant, le marché, il est dur. Je me suis dit, l'immobilier, c'est pas si simple. C'est vrai qu'on communique beaucoup, les médias communiquent beaucoup sur l'immobilier, mais en fait, pour le faire de façon professionnelle, eh bien, ça demande beaucoup de compétences. Et c'est vrai que dès le début, je me suis dit, waouh, il va falloir être sur tous les fronts. Il ne suffit pas d'être bon commercial, il faut être bon technicien, il faut être aussi médiateur, avoir des qualités en médiation par rapport entre les clients, les clients acquéreurs, les vendeurs, des fois les vendeurs entre eux. Et puis il faut avoir des qualités d'accompagnant en fait clairement sur le projet. Donc je me suis pas dit ça va être dur, je me suis dit ok, comment j'avance et comment je réussis à processer mes activités un maximum. Et alors, ça se traduit comment? Comment on processe ces activités? Eh ben, en fait, l'idée, c'est de gagner du temps partout où vous pouvez en gagner. Et puis, c'est de laisser une place importante à la relation client. Enfin, pour ma part. Les deux étant liés, d'ailleurs. Au mieux, tu gagnes du temps sur des tâches... Exactement, en fait. Au plus près, vous êtes de vos clients. Et alors, qu'est-ce que tu as automatisé ou en tout cas rationalisé, ou en tout cas là où tu as fait des gains de productivité sur les tâches du quotidien pour que ce soit très concret pour les gens? Tu as des exemples à nous donner? Alors, moi, c'est toute mon offre en fait, que j'ai construite au début. Je voulais avoir une offre qui était différenciante par rapport à mes confrères. Je voulais être... je viens du conseil. Donc, je voulais vraiment avoir une valeur ajoutée auprès de mes clients, mais qui soient vendeurs et acquéreurs. Donc, finalement, c'est vrai que du coup, j'ai travaillé mon offre de service pour qu'elle soit à la fois qu'elle soit complète et qu'elle soit pertinente sur mon secteur. Et donc, concrètement, c'est quoi quand demain je suis vendeur et que je viens de voir, qu'est-ce que j'ai de différent par rapport aux autres conseillers immobiliers du coin? Alors, concrètement, moi, c'est vrai que je vais être je vais essayer d'être fine technicienne par rapport aux conseils que je vais leur apporter dès le premier rendez-vous. Dès le premier rendez-vous, il faut qu'on puisse savoir répondre aux questions des clients. Ça va être des questions techniques, ça peut porter sur la mise en vente d'un bien, ça peut porter sur la façon dont ça va se passer, sur le plan juridique, sur le plan de l'urbanisme. Et là, il faut vraiment avoir des compétences techniques. C'est la première question, c'est les questions qui vont donner confiance. Et tu t'es donc formé davantage que les autres ou tu prépares davantage que les autres les rendez-vous? Les deux. Ou les deux? Les deux. C'est vrai que je prépare mes rendez-vous et puis je me forme régulièrement. Okay. Après, les clients, ils vont attendre aussi, ils vont avoir recours à un professionnel qui va leur apporter une valeur ajoutée. L'idée, c'est qu'ils aient un bénéfice sur le service qu'on leur offre. Et c'est vrai que je vais passer du temps sur mes estimations pour qu'elles soient le plus juste possible et le plus fines possible. Aujourd'hui, j'imagine que vous travaillez aussi avec un R1 et un R2 chez Propriété Privée, le fameux. Après, on s'adapte, mais oui, tout à fait. Mais bien sûr, mais c'est, on va dire, la méthode classique. Oui. La préparation d'un R1, aujourd'hui, ça te prend combien de temps? Peut-être même si j'imagine que ça varie beaucoup d'un bien à l'autre en fonction du degré de complexité, mais tu investis combien de temps dans la préparation d'un R1 ou d'un R2? Le plus de temps, ça va être sur la préparation de R2 pour la remise de mon estimation.
Parce que là, effectivement, je prends du temps. Je peux prendre en fonction du bien plusieurs heures, en fait. Le R1, oui, je ne vais pas y aller sans avoir préparé un minimum. C'est-à-dire que je vais m'être renseignée sur le bien, sur le secteur. Et puis, vous savez, plus vous faites d'estimation, plus vous êtes pertinent. Après, effectivement, là, j'ai des biens qui sont en cours d'estimation où on me demande d'estimer des propriétés avec plusieurs bâtiments dessus, avec des projets de division parcellaire. Donc, forcément, ces dossiers ils vous demandent plus d'énergie. C'est normal qu'un bien qui va être en lotissement un peu plus standardisé. Ok, donc un temps de préparation qui est un peu plus long. Oui. Et je pense que voilà, je peux être le porte-parole des mandataires qui étaient là avant toi. Je pense qu'effectivement, là aussi, dans les périodes où c'était très facile d'avoir des mandats, qu'il y avait des centaines de milliers de biens à vendre, j'imagine qu'un certain nombre de mandataires ont pris des mauvaises habitudes à préparer peut-être un peu trop vite leur rendez-vous. Et nous, c'est un message qu'on passe beaucoup, notamment dans ce format Traverser la crise, c'est il faut revenir. Et le deuxième message qu'on passe beaucoup, et ça, je pense que tu auras beaucoup de choses à nous raconter, c'est la façon dont on traite les acheteurs. Oui. Les acquéreurs, les gens qui viennent faire les visites. Puisque là aussi, le monde d'avant, chez les mandataires et chez les agents immobiliers, c'était pour un mètre donné, j'ai 20 acheteurs. Donc, autrement dit, ils n'ont pas vraiment le droit d'être très, très exigeants à mon égard et je les traiterai quand j'aurai le temps de les traiter. Toi, en fait, tu es rentré dans un marché où l'acquéreur, c'était déjà une ressource rare. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il faut... moi, je ne fais pas de différence entre mes acquéreurs et mes vendeurs. Puisqu'un acquéreur, ça peut être aussi un futur vendeur, ça peut être aussi une personne qui vous recommande. Donc, l'idée, c'est de ne laisser aucun trou dans la raquette et clairement de prendre le temps et le temps dont chacun a besoin. En fait, ça varie en fonction des profils des gens, mais vraiment de les accompagner, d'être là, de les rappeler, de prendre note de leurs recherches et qu'ils se sentent écoutés. Voilà, l'idée, c'est pas de leur répondre entre deux portes, c'est vraiment de prendre du temps pour eux. Sur la question du financement, parce que tu es arrivé juste avant, on faisait un autre interview avec un courtier en financement. Tu as aussi toi un binôme où tu as en tout cas un référent sur ce sujet-là parce que c'est tellement important en ce moment avec les taux élevés. Oui, tout à fait. C'est vrai que dès ma découverte client, ma découverte acquéreur, je vais interroger sur le financement, sur la situation de chaque personne et je ne présente une offre que lorsque j'ai une simulation en face et lorsque j'ai pu avoir un courtier ou une banque. Et effectivement, j'ai pu développer des partenariats locaux. Et l'idée, c'est d'être réactif. Je pense notamment à une partenaire qui travaille, qui a la même pédagogie que moi, qui prend le temps d'écouter ses clients, qui prend le temps de leur expliquer et surtout qui est très réactive. Et ça m'est déjà arrivé qu'elle puisse recevoir, même dans la journée, en fait, mes clients, leur faire une petite place pour déjà me faire un retour sur le financement. Que ce soit en matière de relations vendeurs, relations acquéreurs, en quoi est-ce que les outils de propriété privée ou l'ensemble de ce qui t'est mis à disposition par propriété privée, ils t'ont aidé à traverser cette crise d'une certaine manière? Est-ce que dans la prise de mandat, il y a des outils que tu apprécies particulièrement et tu peux sûrement nous en parler? Ou est-ce que sur d'autres sujets, tu te dis, bah oui, en fait, si j'avais été toute seule dans mon coin, j'aurais beaucoup moins bien traversé la crise qu'au sein d'un réseau puissant comme propriété privée. Fait. Alors, c'est vrai que déjà, on est particulièrement fort sur le plan digital, sur les supports de communication. Ça, c'est clair que propriété privée nous offre un très beau back-office au niveau commercial. Et puis après, on a aussi une gamme très, très large de mandats chez propriété privée qui nous permet de satisfaire en fait tous les vendeurs. Tu peux nous donner quelques exemples, parce que je crois que j'ai notamment un mandat assez spécifique en tête, je crois que vous faites, mais est-ce que tu peux nous dire les mandats vraiment différenciants que vous avez et que tu utilises régulièrement? Alors, on va avoir différents types de mandats. C'est vrai que quand un client vendeur est un peu frileux sur de l'exclusivité, par exemple, on a des mandats exclusifs qui peuvent être dénonçables aussitôt, en fait. On n'a pas de période d'irrévocabilité de 3 mois. Donc, concrètement, moi, si je suis vendeur, je te donne un mandat exclusif. Demain, si je te conviens plus, tu peux me remercier gentiment. Voilà, l'idée, bien entendu, ça m'est jamais arrivé d'avoir de dénonciation. On te souhaite que ça ne t'arrive jamais, mais voilà. En tout cas, c'est une flexibilité, ok. Ça permet de rassurer un vendeur qui a pu être un peu échaudé dans le passé. Et puis après, on peut avoir aussi des mandats exclusifs qui vont être assortis de garanties. Alors, par exemple, comment ça marche? Alors, comment ça marche? On a un mandat qui s'appelle le mandat VIP, qui nous permet d'offrir un peu un mandat premium à nos clients. Et en fait, il va être assorti de garanties. Donc, ça va être des garanties qui vont porter à la fois sur le bien. Donc, je dis nannerie, mais un volet électrique qui tombe en panne, ça c'est vite arrivé. Et ça peut arriver dans tous les biens, un four qui tombe en panne. Voilà, ça permet de garantir le vendeur. Ça va lui apporter une protection juridique si jamais il y a un conflit entre acquéreur et vendeur. Et puis, derrière, ça va aussi apporter une garantie à l'acquéreur. Ça veut dire que, surtout dans un contexte qui est baissier,
Si le bien, dans les 2 années, il perd de sa valeur, donc c'est 20% ou 30 000 euros du prix du bien qui vont être garantis. Donc ça, c'est important parce que ça va donner confiance à un acquéreur et derrière, j'aurai moins de négociations sur mes biens. Je ne connaissais pas, tu l'utilises souvent ce mandat? Oui, et ben, le plus possible. Le plus possible, et dans la période actuelle, donc pour bien que les gens comprennent, donc il a un nom ce mandat? Eh bien, pardon? Eh bien, c'est la garantie Zenimo qu'on utilise. La garantie? Zenimo. Zenimo, ok, Voilà, donc c'est le nom de ce mandat et de cette garantie. Alors c'est la garantie qui est associée au mandat exclusif. C'est ça, il faut effectivement avoir un mandat exclusif pour en Tout à bénéficier, mais tous les mandats exclusifs n'en bénéficient pas. Ou dès que tu as un mandat exclusif, tu bénéficies de la garantie. Oui, tout à fait. Le mandat VIP va permettre de bénéficier de services assortis supplémentaires. Donc le mandat VIP, c'est le mandat exclusif plus Zenimo. Exactement. Et donc là, vous êtes couvert contre les risques. Tu donnais l'exemple du volet roulant, et je pense que c'est très parlant. Mais il y a aussi la garantie de baisse des prix. Donc concrètement, si mes prix baissent de plus de 1% ou plus de 30 000 euros, exactement, je peux rappeler propriété privée? Voilà, on a cette garantie-là qui est offerte à nos clients. Ok, ouais, ça, je pense qu'effectivement, ça peut beaucoup parler. Et ça t'aide aussi à capter des mandats, parce que j'imagine que tu le mets en avant en disant bien sûr, j'aurai avec cette garantie-là une manière de faire venir plus d'acheteurs. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que ça va rassurer à la fois nos vendeurs et nos acquéreurs. Alors, bien sûr, ça va être assorti de conditions, comme toutes les garanties. Hein, mais c'est un produit d'assurance, d'une certaine manière. Voilà, et tout à fait. Et en fait, c'est un vrai levier pour moi. Donc ça fait partie en fait des éléments qui sont peut-être un petit peu différenciants par rapport aux autres réseaux. Et puis, moi, j'utilise un outil qui est la rédaction du compromis via une plateforme que nous avons. Et c'est vrai que la rédaction du compromis, alors, beaucoup de mes confrères me disent « Ah oui, mais ça prend du temps, c'est chronophage, pendant ce temps-là, tu n'es pas sur le terrain ». C'est vrai. Mais la rédaction du compromis me permet de développer des compétences et surtout de garder le lien avec mes vendeurs et mes acquéreurs. En fait, vous allez transformer le contact que vous avez avec eux et puis le lien que vous allez avoir avec eux. C'est-à-dire qu'eux, ils vont voir la façon dont on peut s'investir sur le projet. Et puis derrière, ça me permet, moi, de checker tout ce qui se passe sur le déroulement de ma vente. Donc finalement, on peut considérer qu'on perd du temps sur la rédaction d'un compromis, mais derrière, à la fois vous sécurisez, et puis demain, un vendeur ou un acquéreur doit me recommander, il le fera de façon plus facile, je pense. Donc c'est un vrai investissement temps, mais là où tu crées du lien. Et... Ouais. Okay. Tu nous as parlé, merci pour ces exemples très concrets qui, en tout cas moi, notamment j'ignorais le mandat avec garantie, donc c'est intéressant. Mais donc si je résume, la diversité des mandats, ça t'a permis de mieux répondre aux attentes des clients. L'outil de rédaction de compromis, ça te permet dans ce moment de marché compliqué de garder le lien avec les acheteurs et les vendeurs. Est-ce qu'il y a un troisième exemple de choses ou d'outils qui est mis en place chez Propriété Privée dont tu te dis encore une fois vraiment ça c'est très aidant dans la période actuelle? Et puis après on parlera de la fin de la crise, ça sera ma dernière question sur qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce qu'il y a un troisième élément que tu voulais mettre en avant? Alors sur un troisième outil, on peut citer notamment les outils de prospection qu'on a chez Propriété Privée et qui sont vraiment très à la pointe et qui vous permettent d'avoir une bonne visibilité de ce qui se passe sur le secteur. Donc le marché, nous on pense qu'il va rebondir en 2024. Donc Élise, tu vas découvrir les joies d'un marché plus porteur. Ça va être très nouveau pour toi. La question, mais je connais un petit peu la réponse, mais je trouve que c'est intéressant. D'abord, est-ce que tu sens un petit peu là le marché qui repart au mois de janvier, de décembre, janvier, on fait cette interview fin janvier. D'abord, oui. Est-ce que tu as des signes? Et puis deux, dans un marché qui repartirait et qui serait un peu plus dynamique, toutes ces bonnes habitudes que tu as prises dans un marché difficile, tu comptes bien les garder ou tu comptes adapter tes méthodes de travail à un marché un peu différent? Alors moi, c'est vrai que le début de l'année 2024, il est plutôt porteur. J'ai fait quelques ventes, j'ai des compromis en cours de rédaction, donc je dirais qu'il démarre plutôt bien. Après, sur la rentrée de mandat, on le sent pas encore véritablement. Le marché, il est encore un peu grippé, mais on a quand même de bons signaux, on a de bons indices, et notamment on a déjà on a la stagnation des taux d'emprunt. Donc, et on a quand même un début de déclin sur certains établissements bancaires. Donc ça, ce sont des signaux positifs. Et puis, bien sûr, j'espère bien que ça va se renforcer sur le printemps. On y pense aussi. Nous, on pense que les taux vont baisser entre 1 point et 1,5 point d'ici la fin de l'année 2024. C'est aujourd'hui le consensus des marchés. Donc, j'ai envie de dire, là, on a des petites baisses techniques qui correspondent plus à des banques qui veulent récupérer des clients. C'est ce qu'on nous expliquait juste avant avec notre ami courtier. Mais effectivement, demain, ça peut être des baisses plus importantes. Donc, dans ce marché
qui va aller mieux, tu vas garder toutes tes bonnes habitudes ou tu vas changer un peu tes techniques de travail? Alors, bien sûr, l'idée, c'est de garder mes bonnes habitudes, c'est de continuer à accompagner mes clients, vendeurs et acquéreurs, et de les accompagner du mieux possible. La relation client, elle est très importante dans notre métier, et ça, il ne faut pas le négliger. Non, c'est très juste. Et on va arriver à la fin de cet entretien. Si tu as un dernier élément à apporter à notre connaissance, avec grand plaisir. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans notre échange et ce que tu as beaucoup appris, c'est le côté très formateur de la crise. Oui. Et alors toi, tu n'as connu que ça, donc ta période de formation, ça a été la crise. Mais je trouve que c'est très éclairant et je te remercie d'avoir partagé ça avec nos mandataires. Est-ce qu'il y a, par exemple, un dernier conseil que tu aimerais donner aux gens qui nous regardent? Peut-être pour les gens qui ont commencé un peu en même temps que toi, ou aussi pour des gens qui, encore une fois, ont commencé dans un autre marché plus porteur et qui, dans ce moment plus difficile, remettent en cause ce qu'ils font. Est-ce que, par exemple, c'est pas un peu le moment de revenir aux fondamentaux? C'est beaucoup ce qu'on a dit sur cette chaîne-là, c'est de dire, quand c'est plus dur, c'est le moment où il faut revenir aux fondamentaux du métier. Que tu as sûrement aussi appris dans ton expérience du conseil, c'est-à-dire on passe du temps avec les clients, avec les acheteurs, avec les vendeurs. On essaie aussi d'économiser du temps improductif pour avoir du temps productif. Est-ce que ce serait ça, par exemple, le conseil que tu donnerais aux mandataires qui nous regardent? Alors, moi, je dirais que la réussite, elle tient beaucoup sur la posture qu'on a auprès de ses clients et en fait sur notre personnalité. Et là, pour le coup, chacun joue dans son style. Et puis, c'est de rester soi-même. Clairement, ça, c'est le plus important. Je trouve que c'est effectivement un très bon conseil de rester soi-même. On le prend pour nous aussi à la Maison des Mandataires. On va essayer de rester nous-mêmes. Merci beaucoup, Élise, d'être passée par nos locaux, d'avoir partagé, d'avoir témoigné ce qui était ton début d'expérience chez Propriété Privée. Très réussi, mais je me dis que l'avenir sera encore meilleur pour toi parce que tu as pris plus d'expérience, que le marché sera meilleur, que tu as des outils qui arrivent donc tous les 6 mois. Donc, on attend le prochain outil de Propriété Privée. Merci d'être passée parmi nous, Élise. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir suivi. Je crois que c'était le dernier épisode de Traverser la crise. On a fait une dizaine de numéros de cette émission. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire si vous voulez d'autres types de formats, d'autres types de contenus. On en a quelques-uns en tête qu'on va vous proposer dans les prochaines semaines. Mais si vous avez des besoins, des mandataires dont vous voulez connaître l'expérience, n'hésitez pas à nous en faire part. À bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires.